Radio Recyclerie, un espace sonore où vibrent les écologies. On entend tout et son contraire finalement sur cette question des ressources, entre les cornucopiens, effectivement, cette abondance par la technologie, et puis quand tu vois même, depuis même qu'on a bouclé ce bel opus, tu vas voir sur le blog de Sam Altman, cofondateur d'OpenAI, il est en train d'expliquer qu'on va réussir à réconcilier la mécanique quantique et la relativité générale grâce à l'IA, quoi. Ils y vont très très fort, hein, pour ce qui est des promesses. Aujourd'hui, je rencontre Philippe Biwix pour son livre Ressources, un défi pour l'humanité, illustré par Vincent Perriot et publié par les éditions Casterman, dans lequel il nous propose un grand voyage pour mieux appréhender notre usage des ressources planétaires. Bonjour Philippe. Bonjour Julien. Bienvenue dans Radio Recyclerie et bravo, car votre livre a été sélectionné dans le cadre du prix du livre Environnement 2025. Depuis 2006, la Fondation Veolia elle décerne le prix du livre Environnement pour soutenir et promouvoir les écrivains et les maisons d'édition qui concourent à la sensibilisation du grand public aux enjeux majeurs de la planète, avec comme idée fixe la lecture pour sensibiliser aux enjeux de notre planète. Ça fait 2 fois planète. Toi Philippe, première question pour cette interview, quels sont les pouvoirs que tu donnes à la lecture ? Moi, je suis très attaché à la lecture, hein. Pour moi, c'est l'éloge du temps long, c'est la capacité à avoir un petit peu plus de mots que dans le langage parlé. Et puis, ça me paraît d'autant plus nécessaire aujourd'hui que, on est dans ce raccourcissement du temps, des réseaux sociaux, des 180 signes ou 160 signes, je sais jamais, des petits shorts, des vidéos. Et au contraire, en fait, il y a des idées, des expressions, des problématiques, la complexité du monde, elle appelle finalement aussi, c'est pas la seule, mais aussi à l'écriture et à la lecture. Est-ce qu'on voit la complexité du monde sur la complexité de l'entassement des livres sur ta table de chevet ? Comment tu gères toi tout ça ? Je vais te faire un aveu. En fait, moi, je préfère largement lire qu'écrire. En fait, moi, j'ai toujours écrit un peu le couteau dans le dos, on va dire ça, comme ça, d'une certaine manière. Évidemment, je suis content de l'objet fini, mais le temps que j'y passe, finalement, j'adorerais le passer plutôt à lire d'autres auteurs et autrices. Donc, en fait, c'est un arbitrage permanent entre la découverte ou bien la relecture ou la lecture de classiques que j'avais jamais eu le temps de lire. Il y a un peu de tout, hein, du roman, des essais, et puis l'exercice d'écriture. Donc, c'est une gymnastique, hélas, un peu quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, et qui me génère beaucoup de frustration. Voilà, j'aimerais avoir beaucoup plus de temps, mais je crois que c'est pas très original comme pensée. Ouais, moi, il y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un qui disait que finalement, il traitait sa bibliothèque comme une cave à vin et qu'il se disait que c'était finalement pas grave d'avoir dans sa bibliothèque des livres qu'il n'avait pas encore lus. Il savait qu'ils étaient là et puis un jour, il viendrait les chercher au bon moment. Ça le rassurait presque. Et moi qui, tu vois, voyais toujours ma bibliothèque avec tous ces livres que j'avais pas encore lus et que j'avais l'impression me pointer du doigt, ça m'a un peu détendu. Ouais, alors à la limite de la métaphore, c'est que la cave à vin va se transmettre sans doute assez facilement, et la bibliothèque peut-être moins, hein, donc Ouais, ça se t'as raison. discute. Est-ce que toi, il y a un livre qui t'a profondément marqué ? En tout cas, à la question trop difficile, je le sais d'avance, si tu avais un livre comme ça que tu devais nous partager qui a vraiment marqué ta vie, ce serait lequel ? Ouais, je vais le choisir sans hésitation, parce qu'évidemment, oui, bien sûr, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué, mais il y en a un qui finalement a quand même structuré à la fois mes réflexions, mes pensées, mes recherches. Alors pas recherche au sens académique, mais au sens intellectuel. Et c'est Nicolas Georgescu-Roegen, La décroissance. Alors c'est pas exactement un livre, en fait, c'est un recueil de textes, donc de cet économiste des années 60-70, en fait, on va dire, hein, pour simplifier, qui avait travaillé dans sa jeunesse d'ailleurs avec Schumpeter, un économiste américain d'origine roumaine, et c'est l'universitaire Jacques Greenwald qui a pris l'initiative de le traduire. Je crois que c'est à la fin des années 90 ou au tout début des années 2000. Donc la décroissance, et en fait c'est cette idée que on tape dans un stock de ressources non renouvelables. Nicolas Georgescu-Roegen prenait cette expression un peu glaçante de dire que les voitures qu'on fabriquait aujourd'hui, c'était peut-être des socs de charrues en moins pour les générations futures, à cette idée de la dispersion.
Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, ça m'a fait rentrer, même s'il y avait des choses peut-être un peu exagérées ou sur lesquelles je me suis détendu finalement après en creusant ce sujet des ressources, notamment le socle de charrue en acier. Je pense qu'on aura de quoi faire pour un certain temps. C'est d'autres ressources plus rares peut-être qui poseront problème. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, ça m'a fait évoluer dans mes explorations et c'est ça qui, in fine, quand même, a fait que je me suis ensuite coltiné l'écriture de quelques livres sur ces questions des ressources et sur la question de la transition environnementale et des enjeux technologiques, sociaux, culturels associés. Tu nous as avoué il y a quelques instants que tu écrivais avec un couteau dans le dos. Est-ce que ça a toujours été le cas et depuis quand tu t'es autorisé, toi, à écrire, peut-être au début d'ailleurs, rien que pour toi, et puis ensuite avec la publication de tes nombreux essais, parce qu'en fait là, on échange autour d'une BD, mais avant ça, tu as commis plusieurs essais. Mhm. Oui, en fait, alors au début, non, je me suis pas mis dans l'idée de dire tiens, je vais écrire un livre. C'est venu de manière beaucoup plus progressive et doucereuse que ça. En fait, dans la fin de la décennie 2000, je travaille dans le conseil et à l'époque, je m'intéresse justement à ce sujet des ressources. J'essaye de faire émerger la question des ressources comme un grand enjeu à côté du changement climatique, de l'énergie, de la biodiversité dont on parle d'ailleurs encore assez peu à ce moment-là, hein, c'était il y a 20 ans. Et de fil en aiguille, en fait, je me mets à faire des petites présentations, des sensibilisations, des outils pédagogiques et qui vont bien fonctionner. Et puis, je me retrouve dans un groupe de travail sur cette question des ressources, justement. Et puis, j'amène ce matériau de base, hein, qui est pas vraiment rédigé, hein, qui est un mélange de petits paragraphes, de commentaires et puis de PowerPoint, hein, qui est quand même le logiciel roi de ces années-là. Et puis finalement, les gens du groupe se disent c'est super ce truc, on va en faire un livre. Et puis on trouve un éditeur, etc. Et ça donne Quel futur pour les métaux, qui sort en 2010 et qui est un ouvrage en fait collectif, hein, dont peut-être j'ai écrit, je sais pas, 30 ou 40%, et puis relu et polissé avec mon camarade de l'époque, Benoît de Guibon, le reste. Et c'est ça qui va donner ce livre. Et puis il va tomber au bon moment, d'une certaine manière, avec la Chine qui commence ses restrictions sur les exportations de terres rares. Enfin, il y a une montée en puissance dans la décennie 2010 de cette question des ressources et du fait qu'il va y avoir une intime interaction avec la question de la transition énergétique, et en particulier évidemment des véhicules électriques et puis des différents dispositifs d'énergie renouvelable. Voilà, et c'est comme ça que c'est né. Donc finalement, j'ai ce livre, c'est un petit peu le livre que je trouvais pas dans les bibliothèques parce que voilà, ça faisait allez, peut-être une toute petite dizaine d'années que j'avais découvert ce sujet des ressources, que ça m'intéressait, qu'il y avait extrêmement peu de choses sur le sujet, et en particulier peu de choses vulgarisées pour le grand public, mais assez peu aussi d'articles scientifiques ou de publications académiques. Et finalement, voilà, j'ai écrit un peu ce livre introductif que j'avais envie de trouver dans la bibliothèque, quoi. Donc, on pourrait dire j'ai écrit ce que j'avais envie de lire. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, quelques années plus tard, ça m'a fait rencontrer des gens et ça a donné l'âge d'Élotech et puis d'autres livres. Mais voilà, c'est une espèce de je sais pas de chaque livre ensuite ça a été voilà presque une urgence, on pourrait dire. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le désastre de l'école numérique, par exemple en 2016, quand mes enfants étaient en train de rentrer au collège et que j'étais pantois devant cette numérisation à marche forcée de l'école et cette prédominance de l'écran de plus en plus dans nos vies et dans la vie des plus jeunes en particulier. Bon, il n'a pas pris une ride en termes de contenu, hein, c'est même avec La fabrique du crétin digital, par exemple, de Michel Desmurger, ces sujets-là sont beaucoup remontés maintenant, même si on continue à numériser nos vies et la vie des plus petits à grands pas. Mais voilà, c'est toujours un peu cette idée voilà, d'un projet, d'une idée qui vient, et puis j'écris le livre que j'aurais voulu trouver dans la bibliothèque. Voilà. Tiens, restons sur cette dernière phrase, Philippe. Est-ce que ça veut dire que tu écris vraiment pour toi, un peu pour un toi du passé, ou est-ce que quand tu réfléchis, tu écris pour une personne en particulier? Est-ce que tu as un public cible? Est-ce que tu rêves d'avoir quelqu'un, de ton entourage ou pas d'ailleurs, qui pourrait enfin prendre le temps, tu vois, de découvrir ta pensée, avec qui tu pourrais ensuite échanger? Je sais pas comment ça. Ouais. Oui, on écrit toujours un peu pour soi d'abord, hein. Je pense qu'il y a effectivement, il y a toujours quand même un peu d'ego là-dedans, probablement, hein,
même si les gens ne l'avoueront pas, il y en a qui l'avouent sans problème, inconsciemment de succès et d'historique pour l'avouer bien volontiers. Donc oui, il y a une logique de... Moi, je suis très attaché par exemple à l'objet et à l'objet livre en particulier. Et par exemple, même quand il y a des articles, des interviews, j'aime bien que ça soit dans la version papier et pas juste sur le numérique. Donc je suis très attaché à ce côté physique. Mais il y a un côté surtout cathartique là-dedans, hein, c'est-à-dire que en fait j'écris parce que c'est la manière finalement par hasard que j'ai trouvé pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, si je puis dire, enfin, ou ma contribution à ces questions terribles qui me hantent, comme beaucoup, de la question de l'évolution de la civilisation, de la question de ces gigantesques coups partis que sont le changement climatique, que sont la pollution généralisée des sols, des océans, de l'atmosphère, avec les résidus de pesticides, les microplastiques, les PFAS, et j'en passe. Et la question de l'érosion de la biodiversité et l'écroulement de la biodiversité. Et donc voilà, moi c'est un peu ma manière de faire. Je me retrouve un peu devant mon ordinateur. Il y a 1000 autres manières de faire, sans doute, des associations, etc. Et donc il y a d'abord un côté personnel, et ensuite oui, j'ai besoin d'y mettre un peu d'énergie. Enfin, quand je mets des petites blagounettes, j'ai besoin qu'elles me fassent sourire aussi. Enfin, alors des fois elles doivent être plus ou moins drôles d'ailleurs, très probablement. Et je pense qu'il y a sans doute des gens qui sont totalement hermétiques à mon style d'écriture, et il n'y a pas de souci avec ça. Mais oui, il y a un côté très solitaire, et que j'ai compensé sur une partie de mes ouvrages en les rédigeant à plusieurs. C'est-à-dire que l'école numérique, je l'ai rédigé avec une ancienne prof. La ville stationnaire, sur la question de l'urbanisme et de l'étalement urbain, je l'ai rédigé avec 2 co-autrices, architectes urbanistes. Évidemment, la bande dessinée ressources, c'est vraiment plus un projet de dessinateur que de dessinariste. Donc, enfin, en tout cas, en nombre d'heures passées, c'est certain. Et j'ai besoin quand même aussi de cet échange. Donc, j'ai des relecteurs et relectrices fidèles, historiques, dont certains ont relu presque tous mes ouvrages, et que je connais comme étant ayant un jugement sûr sur un certain nombre de sujets, et qui sont capables parfois de me rattraper, quoi. Bon, écoute Philippe, j'espère que tu vas pas prendre mal ce que je vais te dire, mais voilà, tu prends quelqu'un de complètement inconnu, tu lui dis tiens, je te mets dans les mains un livre qui va traiter de la fin des ressources, de l'insoutenable abondance, de la surnumérisation de l'école. J'ai pas l'impression que la première image qui lui viendrait, ça serait quelque chose de joyeux, de léger, tu vois. Et à la fois, toi, de temps en temps, tu dis que tu mets des blagounettes. Tu as aussi des angles qui sont assez philosophiques que j'avais trouvé, par exemple, dans ton livre Le bonheur était pour demain. Est-ce que, en particulier, tu vois, maintenant, avec cette BD Ressources, un défi pour l'humanité, tu abordes chacun des livres avec une intention particulière, avec une envie de transmettre des informations qui sont quand même éminemment complexes, denses, mais peut-être d'une manière un peu inattendue. Tu penses à ça avant de te lancer dans un ouvrage ? J'y pense avant et pendant. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui peuvent venir au fil de l'eau, au fil de recherches complémentaires. C'est-à-dire que moi, j'ai un côté très très ingénieur, en fait. Quand j'aborde le livre, j'ai déjà le tableau Excel avec les chapitres, le chemin de fer, nombre de page à signes de page. chaque chapitre, le synopsis qui est calé avec l'éditeur. Bon, alors après, voilà, l'éditeur peut laisser des libertés, et par exemple, la ville stationnaire, je pense qu'il est à peu près 2 fois plus gros que ce qu'on avait prévu à l'origine. Mais oui, il y a cette idée quand même alors c'est pas d'alléger le propos, mais il y a quand même eu, oui, il y a des intentions particulières sur chacun de mes ouvrages. Par exemple, l'école numérique, clairement, il y avait une volonté pamphlétaire, en fait, de résister finalement à cette communication de François Hollande et Najat Vallaud-Belkacem à l'époque, de dire que ça allait réduire les inégalités à l'école, alors que c'est évidemment le contraire. Donc, il y avait cette idée-là, mais en même temps, en découvrant le passé de ces illusions technopédagogiques, en voyant que ça démarre avec Edison et le cinéma au début du XXe siècle, puis qu'à chaque fois qu'il y a eu un nouveau média, radio, télé, machine électromécanique, il y avait toujours des bonimenteurs pour nous fourguer le matériel, et évidemment à chaque fois ça faisait pchit. Il y a un côté à la fin effectivement humoristique, mais j'y peux rien, quoi. C'est hélas la réalité qui est tragicomique. Et donc oui, il y a toujours une intention. La ville stationnaire, c'est quand même plutôt un ouvrage, même si
bon, les lecteurs biwixiens s'y retrouvent sans doute parce qu'il y a une foultitude d'explications, d'anecdotes, de décompositions, de calculs, d'ordre de grandeur, etc., qui permettent de bien comprendre. Il y avait quand même une volonté de s'adresser, de mettre du baume au cœur eh bien, je dirais aux décideurs politiques de toutes les échelles, aux gens qui travaillent dans les services des métropoles, des intercommunalités, des communes, sur cette question de l'étalement urbain. Donc il y a des sujets intentionnels et tu mentionnais le bonheur est pour demain, bah, c'est peut-être celui qui est le moins intentionnel de tous, qui est plus un papillonnement, je sais pas quoi, philosophico-poétique un peu de temps en temps, alors très mal fait, hein, parce que je suis ni philosophe ni poète, mais il y avait cette idée évidemment avec cette référence à Rousseau. Et cette espérance d'aller au bout de la 10e promenade sans mourir d'ailleurs, hein, que Paris réussit, voilà, qui fait que ça reste pour moi l'ouvrage auquel je suis le plus attaché. Et puis ressources, là on change complètement de médias et de gamme, et évidemment l'idée était à la fois de faire un beau projet, quelque chose dans lequel on peut être embarqué avec un vrai voilà, une vraie histoire, une grande histoire racontée et presque avec l'espoir qu'on le lâche pas de bout en bout comme un thriller. Mais il y avait évidemment l'idée d'élargir le public, de faire passer des messages à un plus grand nombre, et puis effectivement de le faire de la façon la moins difficile possible par rapport parfois aux uppercuts qu'on peut prendre en se disant bah oui, finalement chaque smartphone que je consomme aujourd'hui c'est une ressource en moins peut-être pour le dentiste du futur. Bon bah voilà, c'est quand même un peu, ça fait un peu peur, et donc il y avait cette idée d'essayer d'alléger un peu le propos. Alors ça peut aussi d'ailleurs être pris plus ou moins bien par les uns ou les autres, mais c'était cette idée-là. Ouais. Bon, en tout cas, je te remercie parce que moi, tu vois, ça fait quelques années que j'ai abandonné toutes ces conversations avec mon beau-frère, qui, je pense, ne m'écoute pas d'ailleurs à travers ce podcast, mais qui, lui, est ingénieur chez Safran, toute petite entreprise, hein, Safran, et avec qui j'ai jamais réussi à connecter sur ces enjeux écologiques. Et quand j'ai terminé ton livre, je me suis dit, bah tiens, je vais lui offrir pour Noël, et j'ai l'impression que c'est pile poil le bon niveau pour que, pourquoi pas, on arrive à nouveau engager des conversations autour de sujets. Donc merci pour ça. Génial. Moi, je continue autour de cette idée du livre. C'est vraiment le fil conducteur de notre interview, Philippe. Moi, j'aime bien le voir un peu comme un jeu des 7 familles, tu sais, où tu as plein de livres qui sont autour du tien, parce qu'il n'y a rien qui sort comme ça d'un paysage vierge. Tu vois, il y a des héritages, il y a des influences, que tu le veuilles ou non. Si toi, tu dois, je ne sais pas si c'est un arbre généalogique, je ne sais pas si c'est des couleurs primaires qui composeraient ton livre, mais si tu devais me dire quels sont les livres que tu mettrais à côté du tien qui ont cette même, je ne sais pas si c'est la tendance, la veine, l'intention, le style. J'adorerais te retourner la question en fait, parce que c'est finalement plus au lecteur, aux lectrices de savoir dans quelle case le ranger dans la bibliothèque, ou de le laisser sur la table basse pour le beau-frère qui passe. Mais donc j'ai envie plutôt de répondre par une circonvolution, en disant finalement qu'est-ce qui moi a un peu forgé mes questionnements et mes réflexions depuis des années. Et en fait, je te citais tout à l'heure donc Nicolas Georgescu-Roegen, et on pourrait dire toute une gamme de choses qui tournent autour de la question de la décroissance. J'ai aussi peut-être dans des révélations, alors même si c'est un petit peu plus vieux maintenant, je suis beaucoup venu à la question notamment des rapports Nord-Sud et de la question du développement avec des gens comme François Partant ou Gilbert Rist. Je ne sais pas si tu connais ces auteurs. C'était un économiste qui a écrit plutôt dans les années 80, François Partant. Et puis Gilbert Rist, c'est un prof d'université qui était plutôt sur la question de la critique du développement. Tu vois. Donc le développement, c'est un truc qui est inventé dans les années 50 par les États-Unis, hein, par Truman en fait. Hein, et qui est vraiment le bras armé quelque part de la politique étrangère américaine au départ, hein, enfin, ou du bloc de l'Ouest, on pourrait dire. Et puis du coup, voilà, il y a plein de choses bien dans le développement, bien entendu, hein, sortir de la misère ou je sais pas quoi, puis il y a plein de choses pas bien, surtout quand c'est pas bien fait. Voilà, il y a plein de réflexions formidables là-dedans, donc je pense que j'ai une dette sur je veux dire, ce couloir de nage-là. Il y a quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup et que je cite souvent, qui s'appelle Olivier Rey,
qui a écrit un livre qui est sorti en même temps que l'HD Low-Tech, en 2014, qui s'appelle Une question de taille, mais qui a écrit avant Une question de taille bien d'autres ouvrages et qui en a écrit d'autres depuis, et qui est aussi une formidable réflexion, je trouve, sur les temps modernes, hein, d'une certaine manière. Donc il est assez éclectique, hein, il a pu écrire sur finalement la numérisation. Alors, je sais pas si c'est la numérisation d'ailleurs, je sais pas ce qu'il faudrait dire du monde au 19e siècle, avec l'émergence de la statistique, des outils de la statistique et de la quantification finalement de la vision de la société. Et puis il a écrit des choses sur l'eau. Enfin voilà, c'est très très, c'est un penseur vraiment impressionnant. Voilà, on pourrait rajouter sans doute d'autres gens que j'ai pas forcément pu placer dans la BD, mais il y a beaucoup de références dans la BD. C'est peut-être une différence. Alors on peut le ranger à côté du Monde sans fin si on veut, hein, c'est à peu près le même, c'est pas tout à fait le même, la même taille, je crois, mais pas très loin. Et si on devait jouer au jeu des 7 différences avec le livre de Christophe Blain et de Jean-Marc Jancovici, c'est peut-être l'apparition d'un certain nombre de personnages externes, alors vivants ou décédés, hein, des temps passés, et cette idée d'essayer de mettre le pied à l'étrier pour ceux qui veulent aller plus loin, d'un certain nombre de penseurs, à la fois de lire ou relire des classiques finalement, qui ont quand même forgé nos réflexions, enfin, ou ce qui fonde nos sociétés occidentales, et donc quelque part le monde d'aujourd'hui aussi, hein. Il y a encore le soft power de la société occidentale est encore là, quoi qu'on en dise. Donc où on remonte à Descartes, ou Francis Bacon, et puis des penseurs originaux, y compris actuels, comme par exemple Daniel Pauly, moi que j'aime beaucoup, sur la notion de décalage des points de référence, et dans lequel je puise à la fois de l'inquiétude et de l'espoir, hein, le fait que l'être humain est très adaptable pour le meilleur et pour le pire. Tu sais que je crois que on était intervenus ensemble au CJD j'allais dire Roubaix, je crois que c'était ça. Ouais, c'était Et, dans le euh, Nord, ouais. et c'est la première fois que je t'ai entendu parler de ça. Je crois que tu avais utilisé le mot glissement du point de référence. Et je m'en suis beaucoup, beaucoup servi. J'interviens souvent auprès du grand public qui me dit mais oui, mais nos enfants, eux, ils vont pas connaître les insectes sur les pare-brises et compagnie. Et puis je reprends souvent ce que tu nous avais partagé à l'époque. Moi aussi, j'avoue que ça m'aide et ça me désespère en même temps, cette capacité C'est ça, voilà, d'habituation, exactement. quoi. Ouais, c'est ça. Je vais te citer parce que là tu viens de nous donner tout un tas de grands noms et moi je t'avoue que en parcourant ton livre ça m'a fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir. Je sais pas si tu connaissais si tu connais cette série animée pour enfants qui s'appelait Il était une fois la vie. Ça te parle, Oui, ça? bien Et sûr. ben moi souvent en parcourant là, le livre, en tournant les pages, je m'imaginais les petits personnages, je me revoyais enfant avec ces grands concepts qui étaient notamment sur la biologie, sur le corps humain et tout ça, et ça m'a fait un peu penser à ça. Ça me va. Bah écoute, si un producteur de dessin animé t'écoute, on est preneur, hein. Super idée ça, tiens, tu vois, je l'avais pas du tout dit en pensant à ça, mais t'as raison, c'est une super idée. Parlons de ton livre. Ça fait juste 25 minutes qu'on est en train d'échanger, on n'a toujours pas parlé de ton livre. Donc c'est un album qui déconstruit le mythe de la corne d'abondance dans lequel nous enferment les géants de la tech et qui nous invite à donner plus de place aux technologies douces, réparables et adaptables. Est-ce que tu avais envie que les lecteurs, les lectrices, ils ressentent une émotion particulière, ils repartent avec des éléments particulièrement marquants à la lecture de ton ouvrage? Oui, il y a des punchlines, que d'ailleurs j'ai usé dont j'ai usé et abusé, pendant oui, peut-être une décennie de conférences, à gauche et à droite, ou d'interventions dans des tables rondes, bien sûr, hein, des choses comme on va extraire dans les 30 prochaines années plus que pendant toute l'histoire de l'humanité, les conséquences environnementales, le gâchis des ressources qui fait qu'il y a la moitié des métaux, on les recycle à moins de 1%. Donc c'est sûr que, en fait, ce que j'avais envie, c'était de donner une base quand même, en fait, parce qu'on entend tout et son contraire finalement sur cette question des ressources, entre les cornucopiens, effectivement, cette abondance par la technologie, et puis quand tu vois même, depuis même qu'on a bouclé ce bel opus, je veux dire, tu vas voir sur le blog de Sam Altman, cofondateur d'OpenAI, il est en train d'expliquer qu'on va réussir à réconcilier la mécanique quantique et la relativité générale grâce à l'IA, quoi. Bon,
ils y vont très très fort hein, pour ce qui est des promesses. Et puis de l'autre côté, tu as le côté presque collapso, etc. On dit, oh là là, mais tout va s'effondrer parce qu'on va manquer de lithium et de cobalt, quoi. Et en fait, voilà, en réalité, la réalité est probablement plus complexe et un peu entre les deux. J'avais vraiment envie d'expliquer ça sans être dans une posture d'écolo, mais dans une posture vraiment d'ingénieur, d'abord très très factuel, expliquant comment ça fonctionne, et puis de tirer le fil ensuite et d'en tirer des conséquences qui peuvent être derrière, évidemment, des conséquences sur notre système de valeurs, notre système économique, sur la question des inégalités, de la transition, mais qui soit pas un donné de départ, mais bien une conséquence factuelle. Donc moi, c'était la première chose, c'est qu'il y ait de l'émotion sans émotion. C'était de donner des clés de lecture, des clés de compréhension. Et puis évidemment, derrière, il y a évidemment cette idée de se projeter dans un futur lointain. C'est-à-dire de pas se dire juste, bah oui, alors c'est quoi les 30 prochaines années ou les 10 prochaines années? Bien sûr, elles sont très intéressantes, hein, c'est celles qu'on va vivre, donc pas de problème. Mais aussi de se dire finalement, c'est quoi l'avenir des civilisations? C'est quoi à long terme? Est-ce qu'on nous raconte qu'on va aller dans l'espace? C'est vrai, c'est pas vrai? On va conquérir les étoiles? Et donc, il y avait cette idée d'aller j'ai un peu une fascination pour cette question du temps long. Alors c'est pas parce que je suis fan de science-fiction particulièrement, hein, mais c'est pas forcément le cas d'ailleurs, et je suis pas du tout au jus de tout ce qui sort. Mais quand même cette idée, tu vois, par exemple, quand on fait des prévisions climatiques, ça s'arrête toujours en 2100, tu vois. Bah, en fait non, ça s'arrête pas en 2100, tu vois. La calotte glaciaire antarctique ou groenlandaise, elle va pas s'arrêter de fondre en 2100. Donc il va se passer des trucs quoi d'ici l'an 3000, etc. Alors évidemment on sera plus là, c'est pas grave, mais se dire que bon bah peut-être quoi qu'il arrive, le Groenland s'est plié et donc d'ici l'an 3000, il est probable que ça ait fondu, donc ça fait quelques mètres en plus et Bordeaux n'existera plus. Bon bah alors c'est pas grave, hein, peut-être les shifting baseline comme on disait tout à l'heure, décalage des points de référence, mais enfin quand même ça fait un petit pincement au cœur. C'est comme quand on dit que 95%, 99% des récifs coralliens vont disparaître à 1,5 degré de réchauffement, c'est-à-dire autant dire que c'est plié. Bon, bah voilà, il y aura peut-être des surgissements darwiniens et des coraux résistants à la chaleur qui vont réussir à s'en sortir, et je ne souhaite que ça, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur. Et donc, il y avait donc voilà, cette idée de se projeter un petit peu plus loin pour finalement en tirer des conclusions presque plus morales et philosophiques, finalement, de se dire mais pourquoi on a besoin de changer notre aspirateur tous les 5 ans? Alors, c'est pas qu'on souhaite changer notre aspirateur tous les 5 ans, c'est que le système nous force et trouve sa santé économique dans le fait de changer notre ordinateur ou notre aspirateur tous les 5 ans. Et voilà, c'est quand même un peu flippant quand on regarde ça à long terme. Donc oui, il y avait cette idée voilà, de faire se réfléchir chaque lecteur, chaque lectrice, et sans se positionner trop, j'espère que c'est réussi, en donneur de leçons en disant ah là là, vous n'êtes pas bien parce que vous prenez votre voiture. C'est vraiment pas du tout l'esprit du truc, ça reste très factuel, et après, eh bien, on fait le saut dans le vide, et j'espère on fait le saut dans le vide ensemble, avec cette grande cascade des ressources là qui sont utilisées, qui se dispersent dans l'environnement, et puis bah oui, j'espère que ça fait surgir d'abord une envie d'action et d'évolution, parce que c'est ça l'idée. C'est que l'être humain se réalise dans l'action. Donc c'est ça qu'il faut faire. Sacrée ligne de crête, Philippe. Et j'ai l'impression qu'il va falloir aussi que tu arrêtes de me suivre d'une manière ou d'une autre, parce que justement, tu vois, hier, j'avais la conversation avec ma belle-sœur qui me traitait de fou parce que j'avais encore un aspirateur à chariot et que ça lui semblait vraiment impensable. Et elle me disait, t'es pas obligé de t'acheter un Dyson, mais bon, quand même, il y en a plein maintenant, des super aspirateurs autonomes, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Ouais, bah voilà. Je continue avec mes questions sur les livres. Moi, je pense que ce sont des fenêtres. J'anime un autre podcast qui s'appelle 2030 Glorieuse, et j'essaie de montrer à quel point dans la littérature, on a déjà tout un tas d'aperçus vers les futurs souhaitables, les futurs possibles, qui cohabiteront peut-être d'ailleurs comme dans cette série 3% où les mondes complètement différents cohabitaient. Si tu l'as pas vu, je te la recommande, même si elle est un peu flippante. Entre eux, ben, voilà, différentes valeurs qui auraient réussi à devenir des normes dans notre société. Est-ce que toi, il y a un livre, une projection, tu vois, qui donnerait à voir les valeurs que tu défends, que tu sais de faire passer dans ton livre ressources, si il venait être un best-seller mondial? Il sera un best-seller français déjà, mais imaginons que ça y est, tout le monde a compris ressources, tout le monde l'a lu, il infuse de partout. Est-ce qu'il y a un livre qui représente, qui présente même un peu ce monde qui nous attend grâce à toi?
Alors, je te disais tout à l'heure que les livres que je trouvais pas dans la bibliothèque, fallait que je les écrive. Alors, je vais pas prendre ta question comme une invitation à faire à passer dans le monde de la fiction, qui est tellement plus bon, qui est tellement plus complexe et il y a pas mal d'utopies. Euh, enfin et notamment depuis que on va dire la sphère écolo s'est emparée des questions du récit, hein, en disant il faut qu'il y ait un contre-récit, il faut qu'il y ait un récit de la transition heureuse. On voit effectivement surgir des romans. Alors des fois ça se passe en 2080, en 2100. Il y a eu d'affreux changements climatiques, des migrations diverses et variées, et puis voilà des gens qui sont morts dans des conditions pas sympas. Puis finalement on se retrouve dans des petites fermes avec des communautés, je sais pas quoi. Bon, c'est pas toujours très réussi de mon point de vue. Bon, peut-être enfin voilà, chacun a ça. Tu n'as pas lu les livres des éditions de la Mer Salée, c'est pour ça. Non, exact. Et je connais d'ailleurs Sandrine. Donc oui, oui, je pense qu'il y a des choses très très bien, bien sûr, et on peut pas tout lire, mais je me le mets dans la liste sur la table de nuit. Mais du coup, j'avais envie de parler d'un livre plus ancien, en fait, qui est vraiment lié à la contre-culture américaine et qui a été, pour le coup, lui, un best-seller mondial, je pense, même si peut-être on a un peu oublié, mais il a été réédité récemment. Ça s'appelle Écotopie de Ernest Callenbach, qui était journaliste, je pense, un peu écolo sans doute, et qui a écrit un roman justement. Alors c'est assez drôle parce que en gros, le point de départ, en gros, je crois, c'est de la Californie et l'Oregon, qui finalement vont être plus écolo que les autres et font sécession des C'est en États-Unis. train de se passer, c'est fou, hein. Voilà, et ça va être l'histoire d'un journaliste qui, quelques dizaines d'années après, va aller visiter la Californie, qui a complètement coupé les ponts avec le reste des États-Unis. Bon, donc bon, parfois la réalité peut-être peut être amenée à dépasser la fiction. On verra, on n'en est pas tout à fait là avec une sécession de certains États des États-Unis, mais enfin bon, quand tu vois certains événements, c'est assez étonnant. Et ce que j'aime bien, alors il y a évidemment à boire et à manger dans le livre, mais il y a deux choses qui font que je le conseille volontiers. La première, c'est que je trouve que le ressort narratif et romanesque est très réussi. Pour le coup, ce qui est jamais évident, c'est vraiment alors c'est sous forme épistolaire en fait. Hein, le journaliste raconte et envoie des comptes rendus et des articles de journaux en fait voilà des événements qu'il est en train de couvrir, mais c'est vraiment assez bien fait, enfin, même très bien fait. Et puis la deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait il se confronte vraiment à des questions profondes de la nature humaine, notamment la question de la violence, par exemple. Parce que finalement, dans toutes nos utopies écolo, où c'est cool parce que on est avec des fermes low-tech et on fait de la permaculture. Je plaisante en disant ça, bien sûr. Hein, j'adore l'un comme l'autre, mais il y a un peu cette idée que tout le monde Oui, est c'est ça. gentil, On quoi. parle pas du prochain Vladimir Or, Poutine. en fait, voilà. Et je l'avais mentionné d'ailleurs, le bonheur était pour demain, c'était que si on a une transition réussie, la transition réussie, elle doit quelque part réussir aussi, malgré les tricheurs, malgré les méchants, malgré les gens qui joueront pas le jeu, etc. Et en fait, voilà, parce que on peut évidemment rêver de révolutionner notre manière d'éduquer les enfants à l'école, évidemment de réduire le plus possible ce côté sombre de la nature humaine. Mais voilà, le cœur humain est ainsi fait. Enfin, Solzhenitsyn le disait, mais bien d'autres le disaient aussi. Enfin, voilà, il y a une ligne de partage entre le bien et le mal, et on peut pas avoir que le bien. Ce que je trouve un peu incroyable dans Callenbach, c'est qu'il aborde ce sujet de manière tout à fait frontale. Et tu veux nous en lire un petit passage? Eh ben alors oui, mais alors du coup, hein, il faut vraiment faut pas podcaster avec seulement le bout du passage. Faut l'intro, hein, parce qu'en fait, ce dont il va parler, c'est que les écotopiens, hein, donc c'est comme ça qu'ils s'appellent, hein, eh bien, en fait, ils drainent en fait la violence et en particulier la violence des plus jeunes avec une solution qui n'est pas la guerre, mais qui sont quelque part des jeux du cirque. Alors pas en version romaine avec des hippopotames qu'on assassine et des chrétiens qu'on fait manger par des lions, hein, et des gladiateurs, mais c'est en fait quand même cette idée du combat au premier sang, et donc qui permet en fait d'être un exutoire finalement. Et quand on pense par exemple à et ben finalement, je sais pas, à toute la mythologie grecque, tu vois, un peu, il y a quand même des choses un peu avec cette question de la gloire, quoi, que la gloire que tu gagnes par la violence, quoi, que tu gagnes par la guerre, quoi. Alors, je dis pas que c'est bien, hein, encore une fois, on peut bouger ça, mais il y a sans doute un peu de ça dans notre génétique de chasseur-cueilleur. Alors, j'y vais, ok? Ouais, on t'écoute. Les écotopiens espèrent n'être jamais obligés de faire la guerre.
Ils savent trop bien à quelles affreuses destructions cela mènerait. Mais il leur semble indiscutable d'une part que l'homme n'est pas fait pour mener une vie paisible et routinière. Les jeunes gens en particulier ont besoin qu'on leur donne la possibilité de combattre les autres, de marcher sus à l'adversaire ou de le fuir, de mettre à l'épreuve leurs amitiés, de faire usage de leur force et de leur rapidité de mouvement, de laisser agir leur adrénaline, d'être braves ou lâches. En Amérique, m'a fait remarquer mon interlocuteur avec un petit sourire, vous donnez satisfaction à ces mêmes impulsions avec vos guerres et vos automobiles. C'est grâce à elles que vous pouvez vous adonner à la compétition, laisser libre cours à votre agressivité, risquer votre vie et menacer celle des autres. Vous avez également, bien sûr, le football professionnel, mais ce n'est que du spectacle, et les joueurs ne disposent pas d'armes mortelles. Je dois reconnaître malgré tout que ça nous a donné quelques idées. Mon interlocuteur m'a ensuite fait remarquer que les combats rituels écotopiens n'entraînaient en réalité qu'un nombre très restreint de décès, environ 50 jeunes gens par année, comparé à nos 75 000 décès annuels dus à des accidents de la route et au nombre de nos morts au champ d'honneur, qui est en moyenne de 5 000 par an. Voilà, donc c'est un petit extrait, et après il continue sur ce sujet-là, et il décrit en fait un combat entre deux jeunes, et qui sont des combats dangereux, hein, comme pouvaient d'ailleurs se mener des escarmouches quelque part entre tribus de chasseurs-cueilleurs en Nouvelle-Guinée, quoi, pour faire un peu l'équivalent, mais qui est en fait spectacularisé et vraiment ritualisé. Alors évidemment, je dis pas du tout que c'est bien, et je veux pas réinstaller des jeux du cirque pour je sais pas quoi, que nos bandits puissent donner libre cours à leurs envies. C'est pas ça du tout, mais c'est cette idée que il faut trouver finalement des petits des espaces, des arènes quelque part, alors qui peuvent être des arènes virtuelles, enfin évidemment dans lesquelles on a besoin quelque part, eh bien d'aller se ressourcer et d'aller trouver de la fierté. Et finalement, qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux aujourd'hui ? Ce sont une grande arène mondiale dans laquelle on essaye d'émerger par rapport aux autres, quoi. Ouais, merci Philippe, je me rappelle très bien de ce passage, et c'est vrai que malheureusement encore pour l'instant, quand on parle de fiction utopiste réussie, c'est un livre qui revient souvent, ce livre de Kallenbach. Donc, si je dis pas de bêtises, il avait été réédité par Rue de l'Échiquier, je crois. Et il existe maintenant en version poche. Oui, je pense qu'il a été réédité il y a à peine 2 ans ou 3 ans. Ouais. Voilà, merci pour ça. Donc, même si maintenant tu nous as dit un peu quelle était la suite, hein, pour toi, tu nous as parlé de science-fiction. Je rigole. Est-ce que tu as des sujets là qui t'occupent en ce moment, et peut-être que tu veux nous annoncer en primeur ? Ah non, je peux pas. En fait, j'ai quand même quelque chose de très très récent, hein, puisque la BD elle est pas vieille, et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de beaux-frères à qui vous pourrez l'offrir à Noël prochain, ou même pour leur anniversaire. Il n'y a pas besoin d'attendre Noël. Donc elle ne date que d'octobre dernier, hein, donc tout ça est encore très récent. Il y a ce petit tract Gallimard que tu citais tout à l'heure, donc l'insoutenable abondance, qui voilà, est un peu un résumé de la réflexion de Biwixienne à l'orée des promesses de l'intelligence artificielle version plus. Voilà, j'espère qu'il va vivre sa vie et ouvrir là aussi peut-être à un public un peu différent, peut-être plus littéraire, moins technique. Et puis écoute, oui, quelques projets en cours, mais qui sont vraiment trop préliminaires pour oser m'engager. Tu sais, j'aime bien tenir mes promesses, contrairement au cornucopien parfois. Mais allez, on va dire quelque chose, c'est que quand on a pris le virus, voilà, de la livraison régulière, hein, je pense que je dois quand même livrer un opus tous les 2-3 ans, quoi. Plus ou moins gros évidemment, et plus ou moins d'énergie qui est mise dedans, mais voilà, donc j'espère qu'il y aura des suites à tout ça. Génial, merci Philippe. Merci à toi Julien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour soutenir Radio Recyclerie, vous pouvez partager cet épisode autour de vous, l'évaluer positivement et vous abonner au podcast. Radio Recyclerie met en onde les foisonnantes discussions enregistrées à la Recyclerie, un tiers-lieu engagé situé porte de Clignancourt à Paris. Venez-y pour prolonger les conversations et faire vibrer les écologies.